Bon, depuis le début, c'est vrai que la valorisation a toujours été importante pour nous. On y a mis beaucoup d'efforts pour la définir dès le départ, pour l'améliorer avec le temps, avec l'aide de nos advisors. Initialement, pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, vous savez qu'elle était faite en interne, qu'ensuite on a embauché un valorisateur externe qui a permis d'affiner encore et de l'améliorer encore, de la rendre toujours plus indépendante. On est en train de travailler sur cette méthodologie. D'ailleurs, depuis 2 ou 3 mois, on fait des valorisations en parallèle avec la méthode actuelle et cette méthodologie-là. Et ce qu'on constate, c'est qu'on est à peu près en ligne avec ce que l'on fait déjà aujourd'hui. Donc c'est assez encourageant, mais bon, c'est encore en cours. On travaille là-dessus. Alors Noble Cru, pour ceux qui connaissent pas tout, je vous refais un petit topo, mais vous avez pour beaucoup que je vois dans la salle, vous connaissez toute l'histoire déjà. Christian, donc je l'ai rencontré, je crois même avant 2007, et à l'époque, donc il sévissait déjà dans le domaine de l'investissement en vin. Il achetait pour des privés, il constituait des caves et il leur permettait d'investir à travers ces caves dans ce domaine-là. Pour rappel, il a un passé de banquier. Il a fait 20 ans de banque dans les plus grandes institutions. Donc il a à la fois la casquette finance, il sait penser diversification, gestion des liquidités, gestion des risques, etc. Mais son autre caractéristique assez unique, c'est que depuis qu'il a 15 ans, c'est un passionné de vin, qui dort peu, qui lit beaucoup, qui a fait tout ce qu'on peut faire comme apprentissage dans le monde du vin, et il continue encore aujourd'hui à faire des cours. D'ailleurs, il était en Bourgogne récemment pour faire encore un cours. Il est entre autres sommelier, il est entre autres membre du Grand Jury européen de la dégustation, ambassadeur de cru, membre de différentes associations. Et lorsqu'on a créé ce fonds, on travaillait dessus en 2007, il est parti le 1er janvier 2008, on lui a confié la gestion. Donc c'est un CIF de droit luxembourgeois que vous connaissez tous. Bien sûr, un fonds un petit peu atypique par rapport aux autres fonds. Autour de ce fonds, il y a une équipe d'experts, puisque Christian n'est pas tout seul à gérer ces fonds. Il y a 8 personnes derrière lui. Et l'objectif de gestion est d'acheter tout simplement les meilleurs vins de ce monde dans les meilleurs millésimes. Voilà, donc la base du fonctionnement du fonds a été bien sûr de sélectionner les vins les plus intéressants, ceux qui sont traités le plus souvent, ceux que l'on voit régulièrement en achat et en vente aux enchères. Pour rappel, si vous prenez les 10 plus grandes maisons d'enchères au monde, vous avez pratiquement une vente aux enchères quelque part dans le monde chaque jour, ce qui donne un certain niveau de liquidité et aussi des prix qui servent pour la valorisation. Donc, dans l'équipe de gestion, Christian, qu'on peut qualifier de banquier œnologue, Marco Clerici, qui l'a rejoint dès le début des années 2000, qui, lorsqu'il a fait son master en finance, avait fait une thèse sur le vin et la finance, et qui depuis ne l'a pas quitté et travaille avec lui étroitement tous les jours. Averardo, qui est le deuxième co-gérant, vient d'une famille toscane qui produit du vin depuis plus de 600 ans. Ça, c'est les 3 personnes clés, on va dire, de l'équipe. Et derrière, il y a d'autres personnes qui s'occupent de tous les aspects logistiques, statistiques autour de cette équipe. Alors, ce qu'il faut souligner, effectivement, c'est, au-delà de cette équipe très préparée, c'est le réseau très important que cette équipe a, qui leur permet d'acheter dans de bonnes conditions, de vendre dans de bonnes conditions, de repérer les caves les plus intéressantes à travers le monde. C'était un bref rappel pour ceux qui connaissaient pas encore. Je vais passer la parole à Christian, qui va nous parler plus en détail de la stratégie de gestion et puis de l'année, de ce qu'on a fait ces derniers temps. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors je vais essayer d'être assez rapide. En termes de gestion, depuis le début de Noble Cru, il y a toujours eu cette politique volontaire de privilégier la région Bourgogne par rapport à Bordeaux. J'ai eu ici en d'autres occasions
J'ai eu l'occasion d'expliquer les raisons pour lesquelles nous suivons cette politique. Je dirais que pour l'instant, elle ne change pas. Il y a eu des moments où effectivement la partie, le pourcentage de Bordeaux a pu monter, disons, un petit peu plus que prévu. Et ça, c'était surtout dû à la succession de 3 grands millésimes au niveau des primeurs. Et donc, on a effectivement pris un certain nombre de bouteilles de premier cru de Bordeaux sur ces millésimes. Mais l'objectif reste quand même celui d'avoir plus de 50% sur la Bourgogne, de miser sur les domaines bourguignons. Et du reste, l'évolution aujourd'hui nous donne raison, puisque dans le monde entier, et en particulier dans la partie asiatique, qui est le marché qui est en train de se développer à vitesse grand V, et bien après une première approche qui était très portée sur les Bordeaux, aujourd'hui on voit de plus en plus un intérêt croissant et dominant sur effectivement les vins de Bourgogne. De la même façon, la stratégie a toujours été aussi de ne pas dépasser plus de 20% des actifs avec les primeurs. On n'est jamais arrivé à ce chiffre de 20%, on a toujours été plutôt aux alentours au maximum, on a dû être aux alentours de 15-16%. Comme je disais tout à l'heure à certains d'entre vous, on va probablement maintenant baisser, car en fait, sur 2011, on n'a pas beaucoup acheté de primeurs, on en a pris un petit peu, mais pas beaucoup, le millésime étant pas exceptionnel. Et sur 2012, je vais dans moins de 10 jours, même la semaine prochaine, en fait, je vais à Bordeaux pour la semaine des primeurs, où on va pouvoir goûter en avant-première durant 3 jours l'ensemble des vins du millésime 2012, mais on sait déjà quand même que ça va pas être un millésime exceptionnel, donc ça nécessite quand même d'être vérifié, et on sait très bien ensuite qu'il y a des différences suivant la rive gauche, la rive droite, suivant les appellations, etc. Mais je ne pense pas que en 2013, nous allons faire de gros achats primeurs. Donc ça veut dire que ce pourcentage va baisser, et du reste, naturellement, ça va du reste faire baisser le pourcentage global des Bordeaux. Le reste du portefeuille, j'ai mentionné ici 70% les vieux millésimes. Les vieux millésimes, en réalité, ce n'est pas uniquement des vieux millésimes. Il y a un certain nombre de vieux millésimes qui sont les très grands millésimes du passé pour certains vins. Donc, de façon, une approche très vin par vin. En 45, c'est Mouton Rothschild. En 47, c'est Cheval Blanc. En 61, c'est Latour, Pétrus et la Mission Brion et quelques autres. Mais les vieux millésimes, c'est aussi des millésimes beaucoup plus récents qui restent les grands millésimes des 20 dernières années, donc les 2000, les 2005, les 2008 qui sont maintenant arrivés, les 2009 également qui sont sortis de la partie primeur. Nous avons tout à l'heure eu une présentation très intéressante sur les méthodes de valorisation. Aujourd'hui, pour l'instant, la valorisation de Noble Cru continue à être faite telle qu'elle a été faite depuis le début, à savoir que le portefeuille est valorisé sur base mensuelle et sur la base d'une moyenne arithmétique faite par 4 valeurs, 2 valeurs de marchands, 2 valeurs de maisons d'enchères présélectionnées dès le début, ce qui permet à peu près d'avoir des prix pour presque tous les vins. En réalité, on n'a jamais les prix pour tous les vins parce que à l'intérieur de Noble Cru, il y a certains produits qui sont tellement exceptionnels, tellement rares, qu'effectivement, il n'y a jamais ou très très peu de transactions. Je pense à certaines très vieilles bouteilles de Romanée-Conti ou certaines très vieilles bouteilles également de Château d'Yquem, où effectivement le nombre de transactions mondiales, il faudrait remonter au moins 5 ou 10 ans en arrière pour trouver une transaction. Ça, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Je pense que de plus en plus, il va y avoir une évolution en 2013, justement avec
les chercheurs de l'Université de Louvain pour améliorer le plus possible le travail de l'évaluation. Je tiens quand même à mentionner, parce que souvent on pense que l'évaluation c'est quelque chose qui finalement pourrait être fait assez simplement et tout, et je m'évertue toujours à répéter que ici nous avons un sous-jacent qui est une bouteille de vin et qui donc est quelque chose de très particulier. Et comme l'a dit tout à l'heure M. Bocard, il y a des paramètres extrêmement importants qui font que deux bouteilles du même vin, la même étiquette, la même millésime et tout, eh ben, vont avoir des valorisations qui sont dissemblables parce que certains paramètres de ces deux bouteilles changent. Donc on ne peut pas, dans le vin, on ne peut pas dire qu'une bouteille est exactement égale à une autre. Ces paramètres, très rapidement, ce sont bien évidemment la qualité. La qualité, ça veut dire la couleur du vin, ça veut dire le niveau le niveau du vin dans la bouteille, ça veut dire la limpidité, et notamment ce sont des éléments extrêmement importants lorsqu'on parle de vieilles bouteilles. Et deux vieilles bouteilles où l'une aura une couleur qui est parfaite et l'autre aura une couleur qui est par contre déjà un petit peu délavée, ben, il peut y avoir des variations de prix qui dépassent le 20, le 30%. Donc ça, il faut le savoir. Les conditions de stockage, là aussi, les conditions de stockage sont très importantes, de savoir comment ça a été stocké, de comment on les stocke. Alors nous, Noble Cru, une fois qu'on a les bouteilles, elles sont stockées de façon, je dirais, tout à fait exceptionnelle, dans les meilleures conditions de température, d'hygrométrie. Les conditions de stockage sur les vieilles bouteilles, on peut les voir d'abord au moment où on les achète, puisqu'on a généralement on va sur place, on vérifie les caves, et puis également il y a la qualité des étiquettes. Là, l'étiquette peut donner une indication sur comment la bouteille a été stockée, et comme je dis toujours, ce n'est pas la meilleure, ce n'est pas lorsque l'étiquette est parfaite que c'est la meilleure condition. Généralement, ça veut dire qu'elle a été dans un contexte trop sec. La provenance, de plus en plus aujourd'hui, la provenance est un élément qui rentre en ligne de compte, et je suis convaincu que dans les prochaines années, ça va être un élément extrêmement important. Et l'histoire, c'est un petit peu la même chose que la provenance. La mise en bouteille, là c'est très simple, entre une mise bouteille d'un négociant, un Cheval Blanc 47, mise bouteille négociant, ça peut valoir 1 500 €, et personnellement à ce prix-là je l'achèterai pas. Un Cheval Blanc 47 mise château, ça vaut 10 000 €, et à 10 000 € je l'achète tout de suite. Voilà, vous avez deux bouteilles qui semblent être pareilles, mais ce sont pas du tout, la même chose. Donc, Laurent Bialette est la personne que nous avions fait rentrer dans le fond pour la valorisation, qui est un personnage assez exceptionnel, je dirais, dans son genre. Il y a peu de personnes comme lui dans le monde qui sont capables de faire le travail qu'il fait aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que un Robert Parker ou un grand dégustateur va être capable de dire si un vin est bon, mais si vous lui demandez le prix de ce vin à Genève, à Londres ou à Hong Kong, il va peut-être avoir une difficulté. À l'inverse, si vous prenez un spécialiste d'une maison d'enchères, il va très bien savoir ce que valent ces vins dans les différents marchands, dans les différents marchés où ils sont vendus, mais il va pas être tout à fait à l'aise au niveau de dégustation, au niveau de la qualité du vin, pour vous dire si ce vin est dans l'état dans lequel il devrait être ou pas. Laurent Bialette est une des rares personnes qui sait faire ces deux choses-là, qui est un grand dégustateur lui-même, qui a été marchand, qui a eu beaucoup d'activités dans le vin, qui a beaucoup traité dans les différents pays dans le monde. Et donc, voilà, une personne assez exceptionnelle qui nous a rejoint pour nous aider dans ce processus de valorisation, et qui a une position centrale ici pour nous, parce que chaque mois, c'est lui qui va revoir la valorisation, qui va ajuster, qui va contrôler que tout ce qui se fait dans ce fonds est fait comme il faut. Le processus en lui-même, donc Christian
On a parlé tout à l'heure, on a mis un exemple ici pour illustrer ce processus, mais très simplement, on se base sur 2 prix d'enchères, les 2 derniers connus, et 2 prix de marchands parmi des listes qui ont été présélectionnés. Il y a eu des due diligence sur tous les marchands, et ces marchands sont revus chaque année. On regarde tous les différents critères qui nous permettent de juger de la qualité d'un marchand. Ça va être sa capacité à obtenir les bons vins, les prix qu'il fait, sa connaissance, son stockage, son sérieux, son nom sur la place, toutes sortes de critères qui vont faire qu'un marchand va faire partie de la liste ou pas. Pareil pour les maisons d'enchères. Une fois prélevé ces prix, donc il y a une moyenne qui est faite, qui représente une moyenne de prix de marché. Et donc quelque part, on se rapproche déjà pas mal de ce que suggère l'Université de Louvain, puisqu'on utilise des prix de transaction, en tout cas pour la partie enchère. L'expert indépendant donc revoit tous ces prix. On le contrôle nous-mêmes, puisque même, vous le savez sûrement, même si on délègue la gestion ou la valorisation, nous, Elite Partners ou Elite Advisors, on en reste responsable. Donc il y a un recalcul qui est fait. Christophe, qui n'est pas dans la salle aujourd'hui, qui travaille pour nous, revalorise à quelque chose comme 90%, en tout cas les plus grosses lignes du portefeuille. Ces fichiers sont ensuite envoyés à KCIS, qui fait la valeur liquidative pour nous. Et la personne qui fait la valeur liquidative a elle-même une série de contrôles qu'elle exécute, puisqu'elle a surtout pas envie de devoir la refaire. Donc elle va vérifier les variations, tout ce qui peut lui sembler anormal dans une valorisation. Et enfin, Deloitte, chaque année, audite cette valorisation, et les rapports sont ensuite transmis. Pour revenir aussi à un point que soulevait tout à l'heure Christian, il parlait des quelques vins qui sont pas régulièrement cotés. Ça concerne vraiment quelques vins, un très faible pourcentage du portefeuille, mais c'est là. C'est pour ça que dans le prospectus, il y a toute une liste de critères de valorisation exceptionnels, on va dire, qui disent que si on ne trouve pas le prix sur le marché, on va valoriser les bouteilles au prix d'achat, ou si on a le prix d'une bouteille rare, mais pas celui du Magnum, il y a un coefficient pour calculer celui du Magnum, et inversement. Et tout ça est disponible sur notre prospectus. Alors, un petit commentaire aussi sur la valorisation et sur les performances. Lorsque l'on regarde ces performances et cette valorisation, c'est vrai qu'on a l'impression quand même que cette valorisation est assez linéaire et progresse gentiment. Mais ça, je dirais, c'est les bienfaits de la diversification et de la bonne gestion de Christian. Et si on regarde à l'intérieur de cette ligne, l'histoire n'est pas du tout la même, parce que en particulier l'année dernière, vous le savez tous, les Bordeaux ont chuté fortement. Et si vous voyez là ce qui s'est passé l'année dernière, effectivement, la ligne bleue, ce sont les Bordeaux qui ont vraiment chuté fortement, parce que les Chinois, tout d'un coup, ont décidé qu'ils aimaient moins le Bordeaux, aussi parce qu'il y avait beaucoup de faux et beaucoup d'histoires en Chine sur certains Bordeaux, et puis aussi parce qu'ils ont évolué dans leur goût, et c'est assez classique de commencer à apprécier le vin par le Bordeaux, qui est peut-être plus accessible en termes de qualité de dégustation et de goût, pour ensuite se porter vers le Bourgogne, qui est plus complexe, plus sophistiqué. Il se trouve qu'on a aussi plus de Bourgogne que Bordeaux, donc ça va très bien pour nous. Il se trouve que les Bourgognes, du coup, ont bien profité de ce changement d'avis ou d'habitude de la part des Chinois. Et on voit ici donc les Bordeaux en baisse, les Bourgognes qui grimpent. Et puis, si on regarde aussi, il y a une autre ligne qui est NC Purchase, qui est la ligne jaune, qui est aussi la capacité de Christian à générer des plus-values par sa bonne qualité d'achat. Donc ça aussi, ça a contribué à la performance, puisque à chaque fois qu'il est à même par son pouvoir d'achat, par ses relations, d'acheter des caves à des prix plus intéressants que ceux du marché, bien sûr, ça contribue à la performance. Et ça, c'est un peu le mix qui a produit la performance de l'année dernière. Voilà. Alors bon, là, pour rappel, les performances des différentes années, bon, vous les connaissez, vous les avez déjà vues. On est à un peu plus de 80% de performance sur 5 ans, et avec
on est en train de faire tout ce qu'il faut pour que tout cela continue bien, comme vous le souhaitez. Les ventes, peut-être, Christian, tu peux nous en parler? Alors, les ventes, disons que le fonds, maintenant ayant une antériorité de 5 ans, c'était prévu qu'on commence à faire un petit peu de rotation et à remettre en vente certains produits. On avait déjà commencé il y a 2 ans, notamment, je me souviens, en ayant vendu les 2006, les Bordeaux 2006, mais ça c'était un petit peu parce qu'il y avait l'arrivée de certains primeurs, donc c'était pour faire de la place à un millésime qui m'intéressait plus. Là, on a réellement commencé des ventes importantes sur des bouteilles, disons, qui étaient à pleine maturité. Depuis le début de l'année, on a déjà réalisé pratiquement 10 millions d'euros, ce qui est pas peu. Et la chose intéressante, c'est que on peut dire que tout a été réalisé à des valeurs qui sont égales ou supérieures à celles des valorisations. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, nous avons bien évidemment des contacts. Lorsque nous vendons, nous n'allons pas vendre sur le marché à un intermédiaire qui lui-même va revendre à un intermédiaire qui va revendre à un caviste qui revendra ensuite à un client final. Comme nous avons des bouteilles qui sont tout à fait spéciales, exceptionnelles, les gens dans le monde entier le savent, et nous avons donc la possibilité de toucher les acheteurs finaux. Et on passe à travers toute la filière en allant directement au consommateur final. Donc là, pour l'instant, je dirais que on est tout à fait satisfait de ce qui a été fait maintenant depuis le début de l'année, et on a d'autres opérations qui sont en cours pour faire un peu de rotation du portefeuille. C'est du reste la stratégie qu'on aura dans le courant du 2013. Encore une fois, ça rentre un petit peu dans la stratégie globale qui est celle de diminuer un petit peu les Bordeaux qui avaient eu tendance un petit peu à augmenter et réaugmenter la Bourgogne. Donc effectivement, si ensuite on va regarder au niveau des ventes, tout ce qui a été fait aujourd'hui, c'est majoritairement plus du Bordeaux qu'on a vendu, et on a effectivement racheté plutôt du Bordeaux. La gestion des risques. Alors, gestion des risques, tout d'abord, c'est clair qu'on gère un stock physique, donc il faut être conscient de comme j'ai dit tout à l'heure, le conditionnement, la conservation. Ça ne suffit pas d'avoir un grand vin et d'avoir un grand millésime. Une fois qu'on a ça, faut-il qu'il soit bien conservé. Donc c'est très important. Et je dois dire que là, nos partenaires du Port Franc de Genève, on travaille très très bien avec eux, et on a des caves qui sont totalement sécurisées d'abord, et deuxièmement qui ont des conditions idéales de température et d'hygrométrie que l'on peut vérifier à tout moment. Ça aussi c'est important, c'est-à-dire que moi-même quand je vais dans la cave, je peux vérifier avec des instruments qu'effectivement il n'y a pas eu d'interruption dans la température, dans l'hygrométrie. Le stock est assuré, est assuré bien évidemment contre tout, y compris contre les tremblements de terre, et avec une valorisation qui est revue mensuellement sur la base de la valorisation qui est faite. Donc on s'est assuré à la valeur NAV. Les faux et imitations. Alors je me souviens qu'il y a 1 an, il y avait eu une question là-dessus, j'avais répondu en disant que les journalistes en parlaient beaucoup, mais que finalement, bon, il n'y en avait pas énormément. 1 an est passé, les choses ont un petit peu changé. Les faux, il y en a de plus en plus. Et je dois dire, je le dis tranquillement, il y en aura certainement de plus en plus à l'avenir. Les châteaux et les domaines en sont conscients. Ils font le maximum pour trouver des solutions ingénieuses qui permettent à l'avenir de repérer tout ce qui est imitation et faux.
Donc il y a beaucoup de choses qui sont à l'étude actuellement en termes au niveau de l'étiquette, au niveau des bouteilles. Ça faisait déjà un certain temps que ils avaient commencé à faire des bouteilles un peu particulières. Maintenant, on travaille au niveau des étiquettes, on travaille au niveau des bouchons, de puces électroniques qui seraient mises et qui permettraient de vérifier l'authenticité et tout. Mais comme on sait très bien depuis que le monde est monde, que les faussaires, dès qu'on trouve quelque chose, ben, ils trouvent la parade. Alors moi j'en parle tout à fait tranquillement et je le dis, en fait la chance, si je puis dire, puisque moi je suis un sous-traitant quelque part de Noble Cru, la chance de Noble Cru, ben, c'est que parmi les gens, les experts aujourd'hui, je peux pas encore dire au niveau mondial, mais enfin on a déjà commencé aussi dans d'autres pays en dehors de l'Europe, mais les experts en Europe, pour déterminer les faux, ben c'est notre équipe. Nous avons arrêté l'année dernière plusieurs parties de faux vins. J'ai été moi-même convoqué, demandé en tant qu'expert indépendant par les procureurs de certains pays en Europe pour intervenir justement pour vérifier la véridicité ou le faux de certaines bouteilles. Et donc je dirais aujourd'hui, oui, c'est un problème qui existe, mais on est tout à fait bien placé, nous en tout cas, pour pouvoir repérer quelles sont les fausses bouteilles. Et je suis tout à fait tranquille et je dors sur mes deux oreilles en disant que toutes les bouteilles qui sont au Parfum de Genève, il n'y en a pas une qui soit ni fausse ni une imitation. La provenance, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un élément qui est de plus en plus demandé. Et là aussi, nous avons, et ça rentre ensuite dans la valeur de la bouteille. Nous avons pour la plupart des très grandes bouteilles, et notamment pour les collections, nous avons deux collections dans le fond extrêmement importantes, une collection verticale de Romanée Conti et une collection verticale de Château Yquem. Nous avons tous les éléments d'ascendance, nous avons tous les éléments pour le jour où nous voulons vendre, dire d'où viennent ces bouteilles, comment elles ont été acquises, etc. Ça, c'est des éléments extrêmement importants au moment de la revente. Enfin, dernier point, auquel je tiens toujours particulièrement, la logistique. La logistique, c'est toujours la partie la plus compliquée. Dans un fonds d'investissement dans le vin, la partie logistique, c'est le gros problème. Et nous l'avons résolu avec des gens qui sont spécialisés dans ce domaine, qui ne travaillent que sur le vin et que sur des bouteilles importantes et qui travaillent avec nous depuis de nombreuses années. Donc, ils savent parfaitement ce qu'il faut faire, comment il faut opérer lorsque l'on va prendre des chargements qui, quelquefois, sont des chargements de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, c'est quelque chose de tout à fait important. Évolution, je te laisse terminer. Ok. Il y avait un monsieur qui avait une question, je crois, sur un des points. Voilà. Quand il sera au point, là, fonctionnel, on regardera ce qu'ils sont à même de faire, quels sont... Bon, encore une fois, on doit faire les intérêts de nos investisseurs, donc ce qu'on cherche, c'est la qualité, la sécurité et des prix. Et au départ, de toute façon, le Parfum de Luxembourg est prévu hors sol. Donc, c'est dans une première phase. Donc, dans un premier temps, ce ne serait pas adapté pour le vin. Donc, ça dépend de l'évolution de Parfum ici. Alors, revue de... Oui, évolution de Noble Cru. Donc, toute cette aventure, puisqu'il y a eu une aventure dont vous êtes et beaucoup de réponses et d'événements, etc., nous a fait voir que... parmi notre clientèle, on avait plusieurs types de clients. On le savait déjà, mais ça l'a encore réaffirmé, confirmé. Il y a d'une part des gens qui ont une vision long terme, qui voient un trend haussier sur le vin, qui voient ça sur le long terme, et qui, à la limite, sont intéressés par la valorisation, mais ça ne va pas être le critère le plus important, ni la liquidité. De l'autre, il y a des gens peut-être moins expérimentés, qui sont beaucoup plus craintifs aussi, qui sont beaucoup plus intéressés par la valorisation et par
par la liquidité. Donc, une des choses sur lesquelles on travaille, et puis on va en parler prochainement à la CSSF d'ailleurs, c'est de faire un deuxième noble cru, de faire 2 nobles crus, et d'en faire un avec ceux qui ont une vision un peu plus long terme, avec des valorisations plus espacées, et donc avec une stratégie plus long terme. Et ça répond à un besoin. On a des family office qui nous disent, moi, une fois que je suis là, si j'y crois, mon client reste là, et à la limite, le fait que vous ayez une liquidité à gérer est plus un risque pour moi qu'autre chose. Donc pour ce type de clientèle-là, il y aura un noble cru long terme, on va dire. Et puis après, pour les autres qui sont plus intéressés par la périodicité de la liquidité et l'immédiateté de la chose, il y aura un noble cru, l'existant, sur lequel on va renforcer la poche de liquidité et sur lequel on va instaurer justement ce turnover régulier d'une grande partie du portefeuille, de façon à ce que cela tourne et génère des liquidités. Et ça, c'est l'évolution future. Au-delà de ça, j'en ai parlé tout à l'heure, l'automatisation de la valorisation, parce que le portefeuille devient de plus en plus important. C'est de plus en plus compliqué de faire une valorisation manuelle sur des lignes qui sont de plus en plus importantes. Et il y a maintenant une réglementation qui a changé et des solutions en termes de valorisation. Donc ça, c'est les axes futurs sur Noble Cru.